m'appelle Masa Funabashi et je suis chercheur à Sony CSL et président de l'association Synécoculture. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la fondation scientifique de l'agriculture synécologique que j'étudie depuis 10 ans. J'espère que ça vous aide à comprendre ce que c'est la synécoculture et mieux servir à la réalisation du monde durable. Je pense qu'un des plus beaux exemples de synergie qui fait le fondement de la société durable se trouve dans le monde des êtres vivants. La biodiversité de la Terre, qui a évolué au travers de 4,6 milliards d'années d'histoire, est la principale pourvoyeuse des ressources naturelles et des services écosystémiques pour la vie des humains. C'est un véritable système complexe où les fonctions des écosystèmes et la maintenance de la diversité s'exercent spontanément par l'auto-organisation. La coexistence de différentes formes de vie à l'état naturel d'où naquirent les êtres humains résulte de forces sous-jacentes et de mécanismes autogérés dont l'ensemble du vivant bénéficie à titre gracieux. Pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, retraçons une rapide histoire de l'agriculture. L'histoire des civilisations humaines commence tout d'abord par la lutte pour la survie en milieu sauvage. Lors de l'introduction de l'agriculture, il y a 10 000 à 12 000 ans, nous avons appris à creuser le sol et à cultiver les plantes utiles en les isolant des écosystèmes d'origine au moyen de simples outils en pierre. L'humanité a ensuite pendant longtemps mené une vie assez sobre, développant une diversité socio-culturelle vis-à-vis de la survie dans les environnements divers dans le monde. L'incitation principale de la société était la survie, couplée avec les valeurs religieuses. Avec la société moderne, l'invention des sciences et la révolution industrielle interviennent des changements majeurs. Ainsi, la population connaissant une croissance forte, la mécanisation de l'agriculture a stimulé massivement la production. Le développement de l'économie et de l'industrie a engendré une compétition mondiale et des conflits relatifs aux ressources naturelles. Après les guerres, l'accélération des transferts technologiques et des reconversions industrielles engendre des transformations importantes jusque dans le monde agricole. Ainsi, les tracteurs empruntent aux chars une nouvelle apparence et l'usine de poudre explosive se transforme en usine d'engrais chimiques. Des armes chimiques et gaz toxiques sont à l'origine des pesticides, puis les organismes génétiquement modifiés sont développés parallèlement aux pesticides. Ces composants technologiques, héritage détourné de l'histoire, constituent le fondement de l'agriculture intensive sous forme de monoculture largement mécanisée. La construction de systèmes agricoles d'aujourd'hui est loin de l'incitation au développement durable. La 6e extinction massive actuellement en cours dans l'histoire planétaire résulte des activités humaines, notamment de l'agriculture. La vitesse d'extinction des plantes vasculaires est 500 à 1000 fois plus élevée que le taux d'extinction naturelle. L'effet négatif sur la biodiversité de la conversion des terres en réponse aux besoins agricoles est plus signifiant que l'effet du changement climatique. Cela a produit le paysage monotone, l'écosystème homogène mais vulnérable des champs agricoles, fondement de la mondialisation. C'est le système socio-écologique dans son ensemble qui s'est modifié sous la pression de l'économie mondiale et qui se résume aujourd'hui en Europe, par exemple à l'accord commercial bilatéral entre le Canada et l'Union européenne, le CETA, et l'accord de partenariat économique avec le Japon, UPA. Mais nous approchons aussi de la limite de croissance de notre système économique. Les principaux débats politiques font craindre une stagnation de la croissance économique, surtout dans le secteur agricole. Au cours des dernières décennies, l'évolution du monde agricole en France s'est orientée vers une consolidation à grande échelle
pour élargir l'impact économique et devenir plus concurrentiel au niveau international. Mais récemment, la régulation en faveur de la reprise économique du marché mondial devient trop contraignante pour les paysans. Malgré le syndicalisme qui s'est développé et reste actif dans la société française, on est en train de voir s'effondrer la population saine des producteurs agricoles. Dans la société de consommation d'aujourd'hui, la condition normale, courante, requiert de s'appuyer sur des produits et des services commercialisés de plus en plus sophistiqués, de plus en plus coûteux, ce qui conduit à une nouvelle forme de pauvreté relative, voire absolue, pour ceux qui n'arrivent pas à suivre l'accélération du cycle de consommation. L'innovation technologique n'est plus suffisante. L'épuisement des ressources naturelles et les coûts environnementaux dépassent la capacité de l'écosystème global. La pollution de l'air et de l'eau, les dégâts sur la santé qui l'accompagnent, la diminution de la biodiversité, la désertification, les conflits provoqués par les crises alimentaires. Les métaux anormaux sont plus fréquents à court terme et on peut déjà observer les effets du réchauffement climatique à long terme. La stratégie de croissance capitaliste exponentielle devient impossible dans divers endroits. La société doit s'adapter à la limite des ressources et se convertir à une société durable de la croissance dite sigmoïde qui maintient le fardeau environnemental dans la capacité de l'écosystème. Pour ce faire, il est urgent de reconsidérer les habitudes de consommation actuelles, en particulier par la transformation massive du système alimentaire. À l'origine de ces problématiques actuelles se situe le paradigme d'une agriculture conventionnelle qui s'est développée autour de la capacité de contrôle de la nature. La rationalité de la monoculture intensive à grande échelle a conduit le système agricole vers de simples protocoles linéaires qui éliminent les interventions de l'environnement externe. La méthodologie de l'agriculture conventionnelle élimine les adventices en commençant par le labourage qui anéantit la structure du sol, puis utilise les fertilisants pour gagner un rendement et emploie les pesticides pour protéger les cultures. Tous ces processus produisent un impact environnemental massif et requièrent des ressources pétrolières comme matière première. Nous en sommes arrivés à une situation véritablement paradoxale du point de vue du solde énergétique. Malgré le fait que toutes les matières organiques sont produites par la photosynthèse, qui ne nécessite aucun investissement artificiel d'énergie, la moyenne des calories fournies par les produits agricoles est inférieure à l'énergie investie pour le contrôle de culture, au Japon comme dans les pays occidentaux. De plus, la durabilité du système conventionnel ne peut pas être justifiée par rapport au cycle des matériaux. Du point de vue de l'écosystème global, un tel travail du sol revient à une dissipation des matériaux. Les ressources sont perdues par pénétration souterraine et polluent les nappes phréatiques. La régression et la dégradation du sol entraînent une décharge de carbone et d'azote dans l'atmosphère, ce qui est considéré comme la cause du réchauffement climatique. L'agriculture, au sens propre de ce terme, engendre un conflit fondamental entre les humains et la nature. Le système conventionnel s'est développé d'une manière heuristique dans l'histoire, selon un biais économique qui a conduit vers la monoculture intensive sans considération pour les conséquences globales. Les méthodes de production créent un cercle vicieux par rapport à l'impact environnemental et impliquent des conflits entre le développement et la conservation. Au niveau du traitement symptomatique, l'acte de conservation, comme la jachère, reste toujours un arbitrage contradictoire avec la production. En réalité, la plupart des civilisations anciennes qui ont développé l'agriculture d'une manière intensive se sont épuisées et ont disparu par la surexploitation de l'écosystème environnant.
l'agriculture n'a jamais été durable à grande échelle dans l'histoire humaine. Notre civilisation, fondée sur les sciences et technologies, n'est pas une exception. Au contraire, c'est le pire exemple en raison de l'ampleur de son impact environnemental. En somme, on peut considérer l'agriculture conventionnelle comme une activité humaine qui consomme des ressources pétrolières pour, au final, abaisser la diversité de l'environnement et des aliments par la monoculture. Cela n'est plus durable à long terme, surtout par rapport aux ressources naturelles et à l'environnement. Et il faut passer à un autre mode de production alimentaire, une alternative qui maintienne, voire développe de façon inséparable la diversité de l'environnement et des aliments et maintienne une économie locale saine sans dépendre principalement des ressources pétrolières. Essayons de prendre du recul et de changer de perspective en privilégiant le vivre ensemble à la domination aveugle de la nature. La figure à gauche est une image de jardin de Champ de Mars à Paris. Tous les plannings des végétations sont sous le contrôle du sens esthétique des jardiniers. C'est la nature qui obéit à notre esprit. À droite, une image du sanctuaire de Issei au Japon qui existe depuis plus de 2000 ans. Ici, tous les êtres vivants sont considérés comme sacrés et incarnent l'esprit des dieux indigènes. Il est donc strictement interdit de couper ces arbres, même si cela interfère avec les chemins et les bâtiments. C'est notre esprit qui respecte la dynamique de la nature. Je considère que ces deux cultures ne sont pas forcément en opposition, mais possèdent un grand potentiel d'intégration. Quelle serait la meilleure conséquence si on faisait converger ces deux esprits? Non seulement le respect de la nature, mais aussi en comprendre la dynamique et la contrôler afin de mieux s'en servir pour l'humanité et l'écosystème global. C'est le point de départ de la synécoculture ou l'agriculture synécologique, dont la première expérience commença au Japon en 2010. Nous avons commencé par la construction d'un écosystème, pas de destruction, sans labourage, sans fertilisants, sans pesticides ni herbicides. Dans un champ expérimental, la biodiversité a été provoquée d'une manière extrême et intensive. Sur environ 3000 m² au total, nous avons introduit plus de 400 espèces comestibles mélangées en polyculture de haute densité. Des légumes, des herbes médicinales, des arbres fruitiers, au total plus de 1000 variétés. Cette biodiversité intense dépasse largement celle de l'état naturel. En concurrence avec les végétations spontanées, ces cultures forment des niches écologiques de façon planifiée pour la récolte efficace au fil du temps. On appelle cela l'agriculture synécologique ou simplement la synécoculture. Comme son nom l'indique, la synécoculture repose sur l'intégration de larges connaissances de la synécologie. La synécologie est une discipline qui étudie l'auto-organisation de la communauté des plantes, surtout au niveau des interactions entre les espèces et l'environnement. Ce fut l'une des premières conceptions des sciences de systèmes complexes au début du XXe siècle. Aujourd'hui, cette discipline est appelée plus souvent l'écologie des communautés. Les premières expériences de synécoculture consistaient à une transposition de l'agronomie à la synécologie qui s'est cristallisée dans le manuel de synécoculture. C'était une vraie création de l'agroécologie vis-à-vis de la nature. Commençant par le laveur, observant visuellement les autres plantes et les animaux, ça reste cependant destructrice de l'écosystème, surtout de la surface la plus riche de la Terre. Mais la disturbance même est présente partout dans la nature et contribue à la diversité de la communauté. En écologie, on appelle cela disturbance positive à la biodiversité. Par exemple, le renouvellement de la forêt se fait plus rapidement par les disturbances partielles d'intensité modérée. En synécoculture, cela se traduit par la méthode et la modalité des récoltes.
l'éclaircissage des communautés denses et mixtes, l'effeuillage des pousses concurrentes, cela donnant une bonne solution pour le contrôle de la biodiversité de culture. En ce qui concerne les fertilisants, ils n'existent pas dans la nature. L'utilisation empirique des engrais, apparue à la suite de la révolution industrielle, n'a que moins de 200 ans d'histoire. Ce sont les humains qui ont inventé les fertilisants pour le développement de l'agriculture. Auparavant, le renouvellement de la productivité des champs s'obtenait par le principe de la jachère, par l'utilisation des sédiments d'inondation. Dans la nature, ce n'est pas avec un fertilisant que les plantes croissent. C'est le cycle des matériaux dans l'écosystème tout entier qui soutient le développement de la communauté au sein duquel chaque plante individuelle trouve sa place. Le terrain fertilisé n'existe pas dans la nature. C'est juste la succession écologique qui génère un état de sol dit fertile. De même, il n'existe ni ravageurs ni mauvaises herbes dans la nature. C'est en fonction du système agricole adopté, selon les moyens très limités de l'expérience humaine, que l'on juge l'utilité des espèces. On élimine les espèces qu'on croit être inutiles. En réalité, toutes les espèces existantes contribuent à la biodiversité qui soutient plusieurs fonctionnalités des écosystèmes. C'est la source de robustesse et de résilience distribuée en diverses formes de vie, et les humains n'ont pas encore compris cette perfection. Il existe déjà cependant des évidences scientifiques. Dans un champ de synécoculture, par l'association des diverses plantes en haute densité, la biodiversité est provoquée au-delà de l'état naturel. La structure du sol, formée par les racines et l'activité de divers micro-organismes, augmente en richesse. Pour protéger l'environnement souterrain, il faut éviter de labourer le sol. Quand la végétation est établie sans labourage, la croissance est écologiquement optimisée au niveau de la communauté par les interactions symbiotiques. À partir de la végétation mixte des cultures, on peut obtenir diverses sortes de produits tout au long de l'année, sans se limiter à la récolte d'une seule espèce. La productivité totale résultant de la fréquence des récoltes nous permet de supprimer l'utilisation des fertilisants. Supprimer la fertilisation de toutes sortes évite aussi la pollution des nappes phréatiques et la perturbation du cycle des matériaux dans le sol. La végétation complexe abrite la chaîne alimentaire avec beaucoup de prédateurs qui remplacent les pesticides. Cette stratégie d'organisation de l'écosystème au niveau de la communauté aboutit à plusieurs points positifs pour la production et la consommation locale. Bien que chaque plante individuelle reste petite et sa croissance lente, la récolte par éclaircissage de la culture mixte y gagne par la fréquence de récolte et la densité de culture. L'expérience de ferme pilote sur 1000 m² à Ise, au Japon, atteint un rendement 4 fois plus élevé sur une durée de 4 ans par rapport au système de production maraîchère conventionnel de même taille au Japon. Il faut noter cependant que la récolte de synécoculture fluctue beaucoup plus pour chaque produit par rapport au système conventionnel, mais comme les coûts sont minimisés, la rentabilité totale devient plus élevée. Les données concernant les récoltes démontrent aussi une réaction positive dans la diversité des produits par rapport à la variance de l'environnement. La variété des récoltes augmente avec les fluctuations dans la météo. À partir de la petite ferme pilote de Ise, 80 sortes de produits majeurs ont été récoltés et vendus entre 2011 et 2014, ce qui est équivalent à la diversité régionale des produits distribués par les coopératives agricoles. En fait, la diversité des espèces introduites dans 3000 m² de champs de synécoculture a dépassé la diversité régionale des produits du système traditionnel, reconnu pour sa valeur de protection de la biodiversité. Cette productivité est soutenue par la biodiversité
hautement provoquée. Nous avons observé plus de 1000 espèces, plantes et insectes, dans nos champs et leur environnement. Beaucoup de papillons qui agissent comme pollinisateurs, et des insectes rares, même dans les zones protégées, y compris ceux de la liste rouge en voie d'extinction. On pourrait alors penser que la biodiversité la plus intensive dans l'histoire de la vie peut se réaliser grâce à l'assistance humaine. Dans un cas plus concentré et un petit champ de 250 m², situé au milieu de la ville de Tokyo, environ 400 espèces et 1000 variétés ont été observées en 6 ans. C'est une augmentation exceptionnelle de biodiversité réalisée dans la métropole, beaucoup plus que ce qui est normalement relevé dans l'agriculture urbaine. Comme j'ai introduit au début, la chute de la biodiversité qu'on observe aujourd'hui est due à une forme d'agriculture homogénéisatrice qui produit 90% d'aliments par la culture de seulement 30 espèces de plantes. En revanche, il existe plus de 30 000 espèces de plantes utiles qui sont répertoriées dans l'histoire de l'agriculture. Si l'on introduit cet héritage génétique par l'expansion de la cynicoculture, soit 1000 fois plus de diversité, alors la biodiversité associée sera potentiellement mobilisée pour pallier l'extinction massive des espèces. Pour ce faire, il faut repenser la distribution et promouvoir la consommation de proximité de produits variés avec un lien direct entre les producteurs et les consommateurs. À cette fin, notre culture culinaire devient le principal enjeu. Pour aller dans le sens de l'augmentation de la biodiversité par la cynicoculture, il devient nécessaire d'inventer de nombreuses nouvelles recettes afin de découvrir de nouvelles utilisations des plantes comestibles. Comme dans les restaurants haut de gamme, proposer des plats inconnus et qui n'existent pas encore dans notre alimentation quotidienne est possible grâce à la grande diversité résultant de la cynicoculture. Cette idée d'adaptation écologique par la diversification culinaire est en cours de réalisation au Japon en collaboration avec la cantine de l'entreprise Sony. Quel en serait l'effet sur la santé? La richesse gastronomique est fortement liée à notre métabolisme qui se fonde sur la richesse des aliments et des nutritions. Ce qui est essentiel à long terme, en vue d'un effet protecteur sur la santé, ce sont les micronutriments comme les minéraux et les phytochimiques qui sont des produits des interactions écologiques entre les plantes et les animaux. Dans les produits de la cynicoculture, nous avons observé que l'effet de biodiversité intense a augmenté la concentration des minéraux. En cynicoculture, même si les terrains étaient pauvres selon les critères conventionnels, les produits ne manquaient pas de minéraux. L'effet de biodiversité a augmenté la concentration des minéraux. Pour les substances phytochimiques, la hausse des expressions des composants bénéfiques pour la santé est observée. Dans le thé vert produit en cynicoculture, parmi les 800 composants détectés par l'analyse de métabolome, environ 200 substances ont montré une expression particulière et amplifiée, la majorité étant des substances pharmacologiques qui soutiennent le fonctionnement de notre métabolisme. Cette figure montre une partie des composés phytochimiques résultant de la cynicoculture affichés sur les voies métaboliques de base. L'effet de biodiversité se répercute sur la diversification de notre métabolisme, lequel assure une meilleure santé à long terme. Dans des études randomisées en double aveugle, on a observé des bénéfices équivalents entre la consommation du thé vert, issu de la cynicoculture, et un haut niveau d'exercice physique chez les femmes en bonne santé. Il a aussi été montré des effets significatifs d'amélioration de motricité et de fonctions cognitives chez les personnes âgées, d'après des mesures d'indépendance fonctionnelle lors de protocoles de rééducation. Ces résultats suggèrent que la qualité des produits végétaux est corrélée à la biodiversité de l'environnement dans lequel ils sont cultivés. Nous avons besoin de biodiversité riche pour améliorer notre santé à long terme. C'est une dimension substantielle pour évaluer la vraie qualité de la nourriture.
Les atouts de la synécoculture se distinguent plus encore face au changement climatique. En 4 ans d'expérience au Japon, nous avons construit un modèle de croissance basé sur une communauté dense et mixte de plantes, en comparaison avec la monoculture. L'estimation de ce modèle suggère que le mode de production en synécoculture excelle dans les conditions marginales comme les zones arides et la qualité faible du sol. Aujourd'hui, la pression démographique pèse sur les surfaces cultivables et les pratiques inappropriées d'agriculture appauvrissent le sol cultivé. 70% des terres arables dans les zones arides sont en voie de désertification et 1 milliard de personnes souffrent de cette situation. On entend en particulier dans les pays asiatiques et subsahariens 2/3 de croissance globale de la demande alimentaire d'ici 2050. Ce sont les plus grands secteurs agricoles par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Ces régions font déjà l'expérience de la détérioration sérieuse du sol et de l'effet négatif du changement climatique, avant les autres pays développés. Ce sont donc les zones qui représentent une sorte de préfiguration de la terre de demain. J'ai importé la synécoculture au Burkina Faso en 2015, un pays qui se situe dans le Sahel, au sud du Sahara. Depuis, nous avons collaboré avec une ONG locale, la FIDRA, sur la mise en pratique de la synécoculture dans le Sahel. Nous avons commencé la première expérience en mars 2015 en associant 150 espèces de plantes comestibles dans 500 mètres carrés, suivant les règles de la synécoculture. Les résultats se sont révélés au-delà de nos meilleures attentes. Seulement 1 an après l'installation, le terrain inculte s'est transformé en une forêt de diverses plantes comestibles. Sur la terre pauvre et épuisée émerge une communauté de plantes introduites qui rétablit un fonctionnement sain de l'écosystème. La productivité des 18 premiers mois atteint environ 1 000 € par mois grâce à la vente des produits sur les marchés locaux. Cela signifie que nous avons gagné 20 fois plus que le revenu national brut par habitant du Burkina Faso, ce qui correspond à 40 à 150 fois plus de productivité que l'agriculture maraîchère conventionnelle dans ce pays. L'impact économique rural est essentiel afin de résoudre la pauvreté dans cette région. Cette expérience a procuré 50 fois plus de revenus que le seuil de pauvreté absolue pour la vie à la capitale. Cela veut dire que juste 10 000 m² de champs en synécoculture pour soutenir la vie économique minimale d'une personne adulte à Ouagadougou. En comparaison aux autres modes de culture testés simultanément, la synécoculture permet de sortir du conflit entre la productivité et la dégradation de l'environnement. C'est la biodiversité hautement provoquée qui génère la synergie entre la production et la construction de l'écosystème en même temps. Au meilleur de nos connaissances, ces sortes de corrélations positives entre la biodiversité et la productivité n'a jamais existé dans l'agriculture de cette région à un tel niveau d'impact économique. Fort de ces résultats, nous avons organisé 5 conférences internationales et une conférence pour les enseignants universitaires sur la synécoculture. Le défi a été la mise en place de la synécoculture en Afrique, en commençant par la région sahélienne. Nous avons établi en 2017 le Centre africain de recherche et de formation en synécoculture avec le soutien de 3 ministères burkinabés et de l'ambassade du Japon. Notre simulation montre qu'il est possible de contribuer substantivement aux objectifs de développement durable des Nations Unies qui relèvent les défis pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la dignité de tous. À la suite du Japon et de l'Afrique subsaharienne, les pratiques de synécoculture commencent à s'étendre dans le monde. Par l'ouverture à la participation libre en tant qu'open source et avec l'idée des sciences citoyennes, nous espérons pouvoir couvrir la plupart des zones climatiques arables du monde dans un futur proche.
contrairement aux problématiques des pays développés, pour la révolution de l'agriculture, il faut cibler les petits paysans qui sont la majorité des producteurs dans le monde. Ce sont les petites productions inférieures à 2 hectares à l'échelle de la famille qui produisent 70% des aliments dans le monde, qui cultivent 80% des terrains agricoles et qui occupent la moitié de la population mondiale. Elles sont petites en taille, mais nombreuses. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les petits actes peuvent avoir de grandes conséquences. Notre planète ne peut plus tolérer une pratique de l'agriculture trop consommatrice des ressources et des matériaux. Le bilan du cycle des matériaux dans l'écosystème mondial est déjà mis à mal par l'agriculture et il faut passer par un autre chemin, un choix alternatif qui consomme peu d'énergie et de matériaux. Un des domaines qui est devenu récemment accessible par le biais des technologies de l'information et de la communication est l'intelligence collective, les informations virtuelles partagées dans une grande partie de la population de manière collaborative sur l'Internet. Ces informations peuvent servir à amplifier les synergies dans les organisations écosystémiques hautement complexes. À Sony CSL, nous développons des bases de données, des outils d'analyse et des interfaces pour la gestion de la synécoculture. La robotique et les drones, les véhicules et les bras mécanisés sont aussi une autre solution complémentaire pour accéder à une production de plus grande échelle. Les jungles comestibles et l'élaboration d'écosystèmes de grande taille pourraient tirer profit d'une aide de la technologie qui reste encore peu exploitée. Le développement et l'utilisation d'éthiques consomment certes des ressources pétrolières, mais différemment. Dans l'agriculture conventionnelle, ces ressources sont investies directement pour la production et disparaissent dans les sols dans un cercle vicieux non durable. En combinant l'éthique avec la synécoculture, nous cherchons une dimension plus durable en utilisant ces ressources afin que les êtres humains acquièrent et partagent des connaissances et se mettent en accord pour la réalisation d'un système socio-écologiquement durable avant l'épuisement des ressources non renouvelables. Revenons maintenant à la situation des pays développés, surtout en ce qui concerne les problématiques liées au monde de production intensif à grande échelle. Il est bien difficile de remplacer le système conventionnel ancré massivement dans la société. Mais le changement vers une société durable peut venir des petits producteurs et de l'agriculture urbaine. Dans beaucoup de pays européens, les citoyens ont commencé à réfléchir et à agir sur ce qui est possible de faire dans notre petit jardin dans les métropoles. Aujourd'hui, un espace vert, un jardin de quartier et une toiture végétale sont à la mode en agroécologie urbaine. La ville de Paris, par exemple, lance une grande campagne de projet Parisculture avec l'objectif de 100 hectares pour la végétalisation d'espaces urbains utilisés pour la production alimentaire. Bien que ce genre de mouvement contribue à la sauvegarde du climat et de l'alimentation locale, quel serait l'apport à l'objectif de résilience globale? Suffit-il de jouer à l'écologie dans les cités pour atteindre les objectifs du développement durable? Si nous étendons l'échelle de l'objectif à la durabilité mondiale, l'agriculture urbaine doit encore franchir un pas et diffuser l'information relative aux pratiques dans les zones rurales ou encore dans d'autres pays. L'agriculture urbaine dans les pays développés peut jouer le rôle de pôle expérimental et d'intelligence pour soutenir toutes les micro-fermes qui sont majoritairement dépourvues de ressources et d'informations dans le monde entier. Comme l'expérience à Tokyo l'a montré, le milieu urbain fournit des conditions favorables pour une expérience d'agroécologie intensive avec l'accessibilité au marché des graines, l'instrumentation d'observation électronique et une conscience écologique loin des conflits de l'agriculture conventionnelle, tout en bénéficiant d'une proximité avec les intellectuels et les dirigeants politiques. Par l'agriculture urbaine, on peut augmenter non seulement l'autosuffisance, la qualité et l'efficacité du système alimentaire, mais on peut tester le bénéfice des multiples associations de plantes dans divers environnements.
Effectivement, notre expérience montre que le réseau de connaissances sur la biodiversité et les services écosystémiques dans les champs de synécoculture au Japon peut servir à développer la version européenne de synécoculture en zone tempérée et réciproquement, l'expérience en Europe peut fortifier les pratiques au Japon. Dans cette perspective, nous sommes en train de développer un système de partage d'informations distribuées qui vise à connecter les pratiquants à l'échelle planétaire du nom de Mega Diversity Management Systems. L'implémentation de ce système pour connecter les cités du monde entre les producteurs, distributeurs et consommateurs, entre pairs, en favorisant l'économie collaborative et la distribution équitable. Par rapport aux chaînes alimentaires actuelles à gauche, qui sont dominées par un petit nombre d'intermédiaires, comme les grands supermarchés, les coopératives agricoles et les sociétés sémencières, le réseau pair à pair, à droite, possède un grand potentiel pour réduire les déchets alimentaires, les marges des intermédiaires et les coûts environnementaux sous forme d'échanges directs des produits et des services. Cette nouvelle forme de chaîne alimentaire deviendra plus efficace et favorisera la diversité socio-écologique suivant l'intégration de la nouvelle technologie de l'Internet comme la transaction monétaire distribuée par le protocole blockchain. Par exemple, les informations obtenues dans les jardins divers de synécoculture peuvent être partagées globalement entre les régions selon la similitude des conditions environnementales. Notre projet a déjà permis d'effectuer un échange d'expériences et de graines pour une expérimentation mutualisée à différents endroits à partir de semences mises en commun. Les mêmes espèces sont testées dans des conditions différentes de zones tempérées et tropicales, en vue d'enrichir les banques de plantes cultivables face au changement climatique. Compte tenu des risques typiquement partagés dans le monde, comme les ouragans et inondations, il apparaît pertinent de coordonner le dépistage de variétés résistantes à partir de l'expérience de régions sensibles. De plus, les zones rouges dans cette figure, où les espèces sauvages sont menacées par les activités humaines, donc l'endroit où la biodiversité est menacée, se chevauchent fortement avec les zones bleues, Internet et accessibles, ce qui facilite les observations et interventions pour la conservation et l'enrichissement de la biodiversité avec l'aide d'éthique. Le partage des données sur la propriété synécologique des plantes est essentiel pour limiter les risques de notre système alimentaire. Quand nous discutons sur l'autosuffisance alimentaire, deux mesures existent. L'autosuffisance en calories et en valeur de production. La France, par exemple, attend plus de 100% d'autosuffisance alimentaire sur la base calorique, mais cette mesure est trop simpliste. L'autosuffisance en valeur de production n'était que 83% en 2013. Cela veut dire au niveau économique que la France est dépendante de l'importation pour 17% de la valeur de ses aliments. Si l'on examine chaque catégorie de produits alimentaires, on observe que la moitié des fruits consommés dépend de l'importation. Cela dit, même en ce qui concerne la mesure globale d'autosuffisance calorique qui dépasse 100%, on est toujours dépendant de l'importation au niveau de la diversité des produits. L'autosuffisance par rapport à tous les spectres des aliments de base doit se définir comme la vraie mesure de résilience. C'est bien dans ce but que la synécoculture s'appuie sur une production locale de variétés suffisamment nombreuses pour soutenir la résilience en matière de culture et de production alimentaire, ainsi que la diversité des produits tout au long de l'année. La perspective de 2050 nous place en face d'un vrai changement de société et d'écosystème. On estime que la pression anthropogénique devrait aboutir à la détérioration globale de la biodiversité vers 2045, quand la population dépassera 9 milliards d'habitants. La situation observée aujourd'hui dans les pays subsahariens deviendrait plus courante dans notre futur. Si la croissance démographique est inévitable,
il faut construire un écosystème aussi divers et résilient que la population humaine. Cela conduit à la conception d'une augmentation anthropogénique des écosystèmes ou un impact écologique positif et original par les humains, notamment par la conversion vers une agriculture majoritaire de petite échelle. Théoriquement, si on arrive à convertir l'agriculture pour soutenir et construire la biodiversité, et en particulier l'agriculture à petite échelle qui produit la majorité des aliments mondiaux, on arrivera à atténuer les risques, voire il sera possible d'éviter l'effondrement de l'écosystème global. La méthodologie et les outils primaires sont là avec la synécoculture, qui est ouverte à tous les citoyens de bonne volonté pour mieux développer cette activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous voir à bientôt dans les champs synécologiques. Je vous remercie.